Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la notion de PGCD de deux entiers. PGCD pour plus grand diviseur commun. Donc nous allons déjà travailler sur la notion de diviseur d'un entier et effectuer quelques rappels. Donc si on prend des entiers relatifs A et B, alors je vais d'abord parler de l'ensemble des diviseurs de A, et cet ensemble je vais le noter D de A. Donc c'est une notation, on va dire, maison, hein. Donc c'est l'ensemble des entiers relatifs K, tels que K divise A. Et on sait déjà des choses dessus. On sait qu'il existe toujours au moins un diviseur de A. Donc c'est 1 ou A. Donc on a 1 qui est toujours un diviseur de A qui est toujours un diviseur de A. Et on sait aussi que si A n'est pas nul, eh bien tout diviseur de A est plus petit que A en valeur absolue. C'est-à-dire que l'ensemble des diviseurs de A est inclus dans le segment d'entier moins valeur absolue de A, valeur absolue de A. Donc ça sont, on va dire, des remarques élémentaires mais fondamentales qui vont nous servir tout au long de cette vidéo. Et maintenant, on va travailler avec deux entiers et on notera D de AB l'ensemble des diviseurs communs à A et B, c'est-à-dire l'intersection de l'ensemble des diviseurs de A avec l'ensemble des diviseurs de B. Tout simplement. Donc ça, c'est l'ensemble des diviseurs communs à petit a et petit b. On peut tout de suite faire une remarque, deux remarques. C'est comme l'ensemble des diviseurs de 0 est égal à z, tout entier divise 0, et bien l'ensemble des diviseurs communs à a et 0, c'est l'ensemble des diviseurs communs à a. Alors, si on a a égale 0, ça fait que l'ensemble des diviseurs communs à 0 et 0, c'est grand Z. Et grand Z, a priori, on peut se dire que cela n'a pas de plus grand élément, donc il n'y aura pas de plus grand diviseur commun à 0 et 0. C'est un point de vue, on pourra en discuter un peu plus tard. Le cas qui nous intéresse quasiment tout le temps, c'est le cas contraire, où A et B ne sont pas tous les deux nuls. Donc, c'est une définition, puis il y aura une petite chose à démontrer, très simple. C'est que si je prends A et B, deux entiers qui ne sont pas tous les deux nuls, donc je vais écrire tel que le couple AB est différent du couple 0, 0, alors l'ensemble des diviseurs communs à A et B possède un plus grand élément. Et ce plus grand élément, c'est le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun de A et B, que l'on notera avec un chevron ici, ou aussi parfois PGCD de AB, comme ceci, quand les notations, si cette notation n'est pas appropriée pour x ou y raison, on préférera la deuxième. Il y a une chose à démontrer, il y a que cet ensemble possède un plus grand élément. Alors, plus grand, attention, alors là on se place sur Z, donc il ne devrait pas y avoir trop d'ambiguïté, mais on pourrait aussi se dire qu'on se place sur grand N avec A et B positifs, et dans ce cas, le plus grand pourrait avoir deux sens, c'est-à-dire pour la relation d'ordre habituel et pour la relation de divisibilité. Dans ce cas, la question serait ambiguë. On précise bien sûr, c'est pour la relation d'ordre habituel. Donc pour cette relation, pour l'ordre usuel. Et on fera le lien avec la relation de divisibilité très bientôt. Donc,
pour montrer qu'un ensemble d'entiers relatifs possède un plus grand élément, on a un outil, le principe du minimum-maximum, on va dire. Il suffit de montrer que cet ensemble est 1 non vide, 2 majoré. Donc, on a toujours 1 qui est un diviseur commun à A et B. Donc, l'ensemble des diviseurs communs de A et de B n'est pas vide. Et ensuite, vu que tous les deux ne sont pas nuls, je peux supposer, donc on peut supposer, OPS pour on peut supposer que A n'est pas nul. Et donc, l'ensemble diviseur commun à A et B, qui est inclus dans l'ensemble des diviseurs commun de A, dans ce cas est majoré immédiatement par la valeur absolue de A. Et maintenant, on a un ensemble non vide majoré, donc on utilise le principe, ce qu'on appelle le principe du minimum, mais ici que l'on utilise avec un maximum. On peut tout de suite faire une remarque, c'est que l'on a toujours le PGCD de A et de B qui divise A, et pareil pour B. C'est un diviseur commun, donc c'est un diviseur. Le PGCD de A et de B est toujours positif, parce que c'est le plus grand élément, et 1 est toujours un diviseur, donc c'est même plus grand que 1. Et on a toujours que si A n'est pas nul, vu cette majoration-là, que le PGCD de A et de B est plus petit que la valeur absolue de A. Ça vient immédiatement. Alors, vous avez dû comprendre petit à petit au cours de votre scolarité que la notion de PGCD est intéressante, puis sinon vous allez le voir dans le cours d'arithmétique. C'est effectivement une notion fondamentale en arithmétique. Et la question qui vient naturellement, c'est comment calculer les PGCD. Et ça fait fort longtemps que l'on sait répondre à cette question, car l'outil fondamental pour calculer un PGCD, c'est ce que l'on appelle le lemme d'Euclide. Et le lemme d'Euclide dit une chose, c'est-à-dire que l'on peut procéder uniquement par division euclidienne. On va donc voir rapidement ce lemme d'Euclide, qui est très simple, mais fondamental. Donc, si on prend un entier relatif A, un entier naturel non nul B, si je prends R, le reste de la division euclidienne de A par B, je note comme ça pour faire court, alors l'ensemble des diviseurs communs à A et B est égal à l'ensemble des diviseurs communs à B et R. Et notamment, un point qui nous intéressera, le PGCD de A et de B est égal au PGCD de B et de R. Vu que ces deux ensembles sont égaux, ils ont même PGCD. On va démontrer ceci, puis on va le commenter. Donc, démonstration. Donc, pour montrer que ces deux ensembles, on va montrer que ces deux ensembles sont égaux, on va montrer que l'un est inclus dans l'autre et que l'autre est inclus dans l'un. Donc, on commence par prendre un diviseur commun à A et B. Alors, ce diviseur, je note D. Il divise à la fois A et B. Donc, il divise la combinaison linéaire à coefficient entier A moins BQ. Et puis A moins BQ, c'est R. Donc, ce nombre D divise à la fois B et R. C'est donc un diviseur commun à B et R. Réciproquement, si je prends un diviseur commun à B et R, que je note toujours D, il divise B, il divise R, donc il divise la combinaison linéaire à coefficient entier BQ plus R. BQ plus R, c'est A.
Donc D divise à la fois A et B. Ce théorème d'Euclide, on va l'utiliser pour calculer un PGCD en procédant par division euclidienne successive. Alors on pourrait se dire qu'il y a une petite restriction ici, on a pris B strictement positif. Strictement positif pour réaliser une division euclidienne. On pourrait réaliser une division euclidienne avec B négatif, mais on peut aussi faire une remarque qui est que l'ensemble des diviseurs d'un nombre est égal à l'ensemble des diviseurs de son opposé. Tout simplement parce que si un nombre divise B, on multiplie tout par moins 1 et il divise aussi moins B. Donc l'ensemble des diviseurs communs à A et B, c'est égal à l'ensemble des diviseurs communs à A et moins B. Immédiatement, on a comme conclusion que le PGCD de A et de B notamment est égal au PGCD de la valeur absolue de A et de la valeur absolue de B. Donc quand on calcule un PGCD, c'est ce qui va nous intéresser ensuite, on ne travaille qu'avec des entiers positifs. Deuxièmement, le fait que ce soit non nul. Eh bien, si B est non nul, si on est en train de calculer un PGCD, si B est nul, pardon, on a forcément A non nul. Donc si B est nul et A non nul, que faire? Eh bien, on peut remarquer que, comme on a défini l'ensemble des diviseurs communs par une intersection, eh bien l'ensemble des diviseurs communs à A et B, c'est égal à l'ensemble des diviseurs communs à B et A. Donc aucun souci de ce côté. Et maintenant, on peut énoncer le théorème principal de, alors sinon c'est la vidéo du moins de cette partie. On va montrer comment calculer un PGCD. Donc, alors ce théorème donne une information très importante sur le PGCD que l'on résumera ensuite, et dans sa démonstration on verra la méthode de calcul. Donc je prends deux entiers relatifs A et B, avec A et B qui ne sont pas tous les deux nuls. Et bien alors, il existe un unique D entier naturel non nul, donc strictement positif, tel que l'ensemble des diviseurs communs à A et B est égal à l'ensemble des diviseurs de D. Notamment, cet entier, c'est le plus grand diviseur commun. Alors, on peut démontrer deux choses, très simplement. L'unicité et le fait que s'il existe, c'est le PGCD. Ce qu'on obtiendra de toute façon gratuitement par l'algorithme d'Euclide. Donc, pour l'unicité, si je prends deux entiers naturels non nuls qui vérifient que l'ensemble des diviseurs communs A et B est égal à l'ensemble des diviseurs de D, qui est égal aussi à l'ensemble des diviseurs de D', eh bien on a D qui divise D, toujours, donc qui appartient à l'ensemble des diviseurs de D. Donc c'est un diviseur de D'. Et de la même manière, D' divise D', donc divise D. Or, D et D' sont positifs, donc ils sont égaux. Et enfin, une remarque, avant d'attaquer le gros de la démonstration, c'est que, comme D est positif, D est toujours le maximum de son ensemble de diviseurs. Donc, si on a ceci, forcément, D, c'est le plus grand élément de cet ensemble, donc le plus grand diviseur commun A et B. Mais on le retrouvera aussi gratuitement par l'algorithme d'Euclide. Et maintenant, on va mener cet algorithme d'Euclide. Donc, algorithme d'Euclide à comprendre et puis à savoir mener en pratique. On procède par division euclidienne successive à partir de A et de B.
Or, on peut toujours supposer, que A et B sont positifs. Et puis, on peut aussi supposer, par exemple, que A n'est pas nul. On commence par A et B, donc je pose R0 qui est égal à A, R1 qui est égal à B. Et ce que l'on a, c'est que l'ensemble des diviseurs communs à A et B est égal à l'ensemble des diviseurs communs à R0 et R1. Et on va maintenant poser par exemple R2, le reste de la division euclidienne de A par B, si B n'est pas nul. Et ainsi de suite. Donc, je vais poser, donc je prends un entier naturel n, je suppose la suite R0, Rn construite de la manière suivante. R0 jusqu'à Rn-1 sont des entiers naturels non nuls. Rn est un entier naturel. Et si k est entre 0 et n-1, l'ensemble des diviseurs communs à A et B est égal à l'ensemble des diviseurs communs entre Rk et Rk plus 1. Ça veut dire notamment, on remarque que donc l'ensemble le PGCD de A et de B est toujours égal au PGCD de Rk et de Rk plus 1. Donc on a comme ça construit la suite R0, R1, on divise R1 par R2, on obtient le reste R3, on divise R2 par R3, on obtient le reste R4, etc., etc. Et on a à chaque fois cette propriété de récurrence. Et bien maintenant, de deux choses l'une, si Rn est nul, on s'arrête. Et si Rn est strictement positif, on fait encore une division euclidienne. Donc on note Rn plus 1, le reste de la division euclidienne de Rn-1 par Rn. Et ce que l'on a, c'est que par le lemme d'Euclide, l'ensemble des diviseurs communs à A et B est égal à l'ensemble des diviseurs communs de Rn-1 et de Rn par hypothèse de récurrence, et donc égal par le lemme d'Euclide à l'ensemble des diviseurs communs à Rn et Rn plus 1. Et maintenant, par définition de la division euclidienne, on a que le reste Rn plus 1 est positif et est strictement plus petit que Rn. Que vient-on de faire? On vient de construire une suite d'entiers naturels strictement décroissante. Donc Rn est une suite à valeur dans grand N strictement décroissante. Et bien ce que l'on a, d'un certain point de vue, c'est le principe du minimum, c'est que cette suite ne peut être infinie. On peut aussi voir qu'à chaque fois, on a Rn plus 1 qui est plus petit que Rn moins 1. Et donc on ne peut pas avoir strictement plus de B itérations dans cet algorithme. Pardon. B itérations, en ne comptant pas celle-là. Donc conclusion, cette suite est finie. Donc, comme cette suite est finie, elle s'arrête. Donc, il existe un entier naturel n tel que Rn est nul, et puis Rn-1 est strictement positif. Et alors, eh bien, par l'hypothèse de récurrence
par la récurrence qu'on a faite ici, la construction par récurrence, eh bien l'ensemble des diviseurs communs à A et B, c'est l'ensemble des diviseurs communs à Rn-1 et 0. Et donc c'est ici Rn-1, vu qu'on a Rn-1 qui est strictement positif. Et voilà, on a bien trouvé notre entier naturel, qui se trouve être le PGCD. Cet algorithme d'Euclide, eh bien, c'est quelque chose de pratique. Donc, exercice. C'est une bonne chose de s'entraîner. Donc, si vous avez quelques minutes devant vous, je vous conseille de mettre en pause la vidéo et de mener ce calcul. Alors, sur une feuille à part, parce qu'on va réutiliser ce calcul-là. Donc, calculer le PGCD de 170 et de 46. Donc si vous reprenez, alors je ne détaille pas les divisions euclidiennes. Normalement, ça devrait se faire de tête sans trop de problèmes. Donc vous écrivez 170 égale 3 fois 46 plus 32, première division euclidienne. Et puis ensuite, vous faites la division euclidienne de 46 et de 32. Donc 46, c'est 32 plus 14. Puis on divise 32 par 14. 32, c'est 2 fois 14, 28, plus 4. Puis ensuite, on divise 14 par 4. 14, c'est 3 fois 4, 12, plus 2. Puis 4, c'est 2 fois 2, plus 0. On obtient ici un reste nul. Donc on s'arrête. Et ceci, c'est le PGCD de 166 et de 170 et de 46. Donc c'est quelque chose de simple qu'il faut savoir faire. Et on verra dans la suite de cette vidéo comment exploiter ce calcul pour obtenir en plus une autre information. Alors, deux choses maintenant. Premièrement, on a vu que, en fait, on ne calcule qu'avec des entiers naturels, que ce PGCD, eh bien, c'est un PGCD, mais pour les deux relations, à la fois pour la relation sur de divisibilité, à la fois pour la relation d'ordre, cette dernière étant la définition. Donc on a la proposition suivante, qui est importante pour bien comprendre ce qu'est un PGCD, et que l'on utilise en fait. Alors cette proposition en soi, c'est surtout une réécriture du théorème que l'on vient d'énoncer, ceci. Donc, si on prend A et B, deux entiers naturels qui ne sont pas tous les deux nuls, eh bien, alors, le PGCD de A et de B, c'est le seul entier relatif D qui vérifie que D divise A, D divise B, D est positif, et surtout que pour tout entier relatif n, si n divise A et n divise B, alors n divise D. Bon, j'ai écrit de manière un peu codée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun de A et de B au sens de la relation de divisibilité. Cela veut dire que, d'une part, un entier, un diviseur quelconque de A et de B divise le PGCD de A et de B, et que le PGCD est le seul nombre qui a cette propriété,
donc ce sens-là on l'utilisera peut-être un peu moins, un nombre positif, un entier positif qui divise à la fois A et B et qui est divisible par tous les diviseurs communs de A et de B, c'est le PGCD de A et de B. Donc on démontre. On sait déjà que le PGCD de A et B vérifie ces conditions. On sait que le PGCD de A et de B est positif, qu'il divise A, qu'il divise E et qu'il divise B. Et on sait, et ça c'est le plus important, qu'un diviseur commun à A et B est un diviseur de D. Ça c'est vraiment quelque chose de très utile. On va l'utiliser tout de suite d'ailleurs. Et réciproquement, si je prends un tel D, eh bien alors on a D divise A et D divise B, donc D divise le PGCD de A et de B, c'est le théorème précédent qui le dit. Mais aussi, le PGCD de A et de B divise A et le PGCD de A et de B divise B, donc le PGCD de A et de B divise D. Et puis comme D est positif et comme le PGCD de A et de B positif, on a bien D qui est égal au PGCD de A et de B. Donc, j'insiste sur l'importance de ce raisonnement. Un entier qui divise à la fois A et B divise son PGCD. Ça veut dire que le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun aussi pour la relation de divisibilité. Et c'est une propriété très utile. Exemple, donc un résultat important. Donc proposition, je ne le fais pas dans le même ordre que dans le poly. Exactement, dans le poly, c'est la proposition, c'est le corollaire 2.1.12. Donc proposition. Si je prends A et B, A, B, C des entiers relatifs avec A et B qui ne sont pas tous les deux nuls et C qui n'est pas nul. Si je m'intéresse au PGCD de AC et de BC, eh bien on peut factoriser dans le PGCD de AC et de BC. Donc ceci s'écrit valeur absolue de C fois le PGCD de A et de B. Alors, on factorise C, et puis on factorise bien sûr avec au signe près, c'est toujours, quand on parle de divisibilité, ces deux objets étant positifs, bien entendu. On démontre, puis on va conclure cette vidéo sur ce point. Donc, on veut montrer que deux nombres sont égaux. Une idée importante en arithmétique. Et c'est vraiment quelque chose auquel vous devez penser. C'est de montrer qu'un nombre divise l'autre et que l'autre divise l'un. Donc, on y va dans un sens. Et puis ensuite, on parle du signe, bien sûr. Donc, on sait que le PGCD de A et de B divise A, et le PGCD de A et de B divise B. Hein, ça, c'est immédiat. C'est la même chose. Donc, si on multiplie par valeur absolue de C, donc le signe plus ou moins, c'est fois 1 fois moins 1, ça ne change rien. Donc valeur absolue de C fois le PGCD de A et de B divise le produit AC et divise de la même manière le produit BC. Donc le PGCD de C fois A et B divise le PGCD de AC et de BC. Alors là, vous commencez peut-être à voir les limites de cette notation avec des chevrons. Ça peut devenir un peu pénible. Donc il ne faut pas hésiter à écrire PGCD de
dès que cela devient un peu pénible à lire. Donc ça, premier raisonnement très simple. Il y a juste éventuellement une petite multiplication par -1 dans le cas où, mais qui ne change pas du tout la relation de divisibilité ici. Et maintenant, réciproquement, alors là, un morceau de raisonnement très utile. Donc on peut voir que C divise AC et C divise BC. Donc, C divise le PGCD de AC et de BC. Ce qui veut dire que l'on peut factoriser C à l'intérieur de ce PGCD. Et l'objectif sera de montrer que le facteur qui arrive divisera le PGCD de A et de B. C'est-à-dire divisera A et divisera B. Donc, on introduit ce facteur, je l'appelle P. Je prends P anti-relatif tel que le PGCD de AC et de BC est égal à P fois C. Et donc P fois C, c'est un diviseur commun à AC et à BC. P fois C divise AC et P fois C divise BC. Et là, comme C n'est pas nul, on a P qui divise A et P qui divise B. Et encore une fois, on réutilise le théorème fondamental de cette vidéo. P divise le PGCD de A et de B. Donc, PC, et ça c'est le PGCD de AC et de BC, divise valeur absolue de C fois le PGCD de A et de B. Encore une fois, on est au signe près ici, et on sait que si A divise B, moins A divise B aussi. Donc il n'y a aucun souci sur la relation de divisibilité. Donc on a un nombre qui divise l'autre, l'autre qui divise l'un. Et comme ces nombres sont positifs, donc valeur absolue de C fois le PGCD de A et de B est positif, et le PGCD de AB et de BC est positif, et ces deux nombres se divisent l'un l'autre, on a bien l'égalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'en pratique, on simplifie, on factorise toujours, tant que possible, des nombres avant de calculer un PGCD. Ça, c'est au moins la première remarque pratique à faire. Dans notre exemple, il y a un facteur commun évident. On a 2 fois 85 qui fait 170 et 2 fois 23 qui fait 46. Donc conclusion, on n'aurait jamais dû mener ce calcul-là. Le PGCD de 170 et de 46, c'est 2 fois le PGCD de 85 et de 23. Et vous devez être convaincu qu'il est bien plus simple de mener un calcul de PGCD sur des petits nombres, parce qu'on préfère nettement diviser et réaliser des divisions euclidiennes de petits nombres. Donc, maintenant, quand vous calculez des PGCD, si cela vous arrive, votre premier réflexe doit toujours être de factoriser les nombres au maximum. Et on verra ce qui arrive quand on ne peut plus les factoriser. Voilà pour cette vidéo, et on continuera cette partie dans la vidéo suivante en attaquant la relation de Bézout.